Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va très bien. Je suis ravi de vous revoir à nouveau pour une toute nouvelle vidéo sur Demystify Code. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration des collections en C# avec les Eurylice. On a eu à voir les Eury qui sont des types de collections qui nous permettent de collecter des données homogènes, mais avec une contrainte au niveau de la taille, en ce sens que à la création déjà, il va falloir déjà déterminer le nombre de cases que nous souhaitons dans cette collection. Ensuite, nous avons vu les listes qui, comme les Eury, nous permettent de collecter des données homogènes, mais avec l'avantage de pouvoir incrémenter la taille du tableau avec l'évolution du programme. Et dans cette vidéo, nous allons aborder les Eurylice qui, comme les listes, nous permettent de pouvoir créer des collections que l'on peut étendre avec le temps, mais à l'avantage aussi de nous permettre de collecter des données hétérogènes. Ok? Alors, nous allons voir tout à l'heure comment est-ce que ça fonctionne. Alors, nous allons garder toujours la même structure pour exposer notre collection. Alors, déjà, cette partie, c'est tout simplement la création. Donc, je vais commenter ça, la création. Alors, pour les Eurylice, en fait, c'est assez simple. Il va falloir utiliser la syntaxe qui est tout simplement Eurylice. Ok? Si vous utilisez les récentes versions, voilà, je m'attendais à ça. Il me dit en fait que le nom en fait de Eurylice n'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce que en fait, son namespace n'a pas été importé. Donc, il va falloir que vous importiez un namespace spécial ici. Donc, vous allez revenir carrément en première ligne à ce niveau et vous allez taper la directive using. Ok, on va parler un peu plus tard de cette directive. Vous allez taper using et vous allez faire system de cette façon-là, point collections. Voilà. Puis vous mettez le point virgule. Alors, une fois que vous importez system collections, ça passe. À ce niveau, maintenant, il nous dit que bah, là, ça ne correspond pas. C'est normal. À ce niveau, il va falloir également que vous remplacez ça directement par array. Donc là, on a déclaré un ArrayList. À ce niveau aussi, il est facile de déclarer les ArrayList de cette façon. Voilà. Donc, on peut toujours déclarer toujours ça de la même manière. Là, je vais dire que ça sera toujours ArrayList. Donc, vous voyez que la syntaxe de déclaration des ArrayList ne diffère pas des listes, ça va dans le même sens. Et là aussi, on va utiliser la même syntaxe. Donc, je vais dire ArrayList. OK? Et là, vous voyez que cette syntaxe ici ne laisse pas d'erreur. D'accord? Donc, les trois déclarations qu'on a vues pour les listes sont tout aussi valables pour les ArrayList. Alors, pour l'affichage, ça fonctionne exactement pareil pour la liste. Si vous exécutez ça, vous n'aurez pas d'erreur. On va l'essayer. Et là, vous voyez que clairement, il affiche les mêmes informations. Donc, rien qu'en remplaçant les instructions de déclaration, on a remplacé notre liste par des Eurylice. Ça fonctionne exactement pareil. Toutes les fonctions que nous avons vues dans les listes sont valables pour les Eurylice. La méthode add qui permet d'ajouter voilà, un élément fonctionne. Add-range aussi fonctionne parfaitement. Et pareil aussi pour les méthodes remove, remove all et remove at. Tout fonctionne exactement pareil. Mais attention, la fonctionnalité en fait des Eurylice ne sont pas recommandées. Même la documentation officielle de .NET vous déconseille de l'utiliser fréquemment. Pourquoi cela? Alors, pour ceux qui ne savent pas, .NET et C# du moins ça, utilise le typage for, un typage statique qui est for. Ce qui signifie que, contrairement à certains langages comme le Python et le JavaScript, qui ont un typage dynamique et faible, en C# en fait, les données en fait sont assez importantes. Ok? Donc, le fait de collecter des données hétérogènes en fait peut bouleverser la suite et l'exécution de votre programme. Je vous explique en fait un cas. En C#, par exemple, à ce niveau, on va prendre un cas. Dans ce contexte ici, on a collecté que des données du même type en fait. Il n'y a pas de souci. On va créer plus bas. Voilà, je vais arriver à ce niveau. Donc, je vais supprimer voilà, cette dernière partie-là, au niveau de la suppression. On va créer une collection du type ArrayList. Donc, je vais faire, voilà, ArrayList. Et là, voilà, je vais faire all, t, ok. Et là, je vais faire new. Donc, et là, je vais juste ajouter, voilà, une liste d'éléments. Donc, je vais mettre d'abord un élément numérique comme 12, une valeur booléenne comme true, ok, voilà, un string, ok,
Bon, je pense qu'on a nos trois types ici. C'est déjà bon. Regardez ce qui va se passer si vous voulez effectuer des tests. Regardez, exemple, si j'essaie de faire console.writeLine, si je fais alt 0, si j'exécute, évidemment, il va m'afficher 12. Ça marche. Si j'essaie de faire juste ça, que je multiplie par 2, automatiquement, il me lève une erreur. Si vous lisez le message erreur, il vous dit, regardez bien, impossible d'appliquer l'opérateur, voilà, multiplication aux opérants de type object et int. Pourquoi est-ce qu'il lève cette erreur? En fait, étant donné que les types que vous stockez dans cette collection sont hétérogènes de nature, .NET en fait considère tous les types comme étant des objets. Donc, à ce niveau, vous ne stockez pas, voilà, une valeur int, mais vous stockez en fait un élément de type object. Donc, le souci, c'est que à l'avance, si vous ne savez pas les données que vous récupérez, vous risquez en fait d'avoir des comportements imprévus. Pour que cette opération fonctionne, il va falloir que je fasse une conversion ici. Il va falloir que je convertisse explicitement cette valeur en indiquant en fait à .NET que je sais la donnée que je reçois et je connais son type. Donc, cette opération s'appelle le casting. Et pour caster, on va aller juste devant la valeur à casser. On va on va ouvrir deux parenthèses et à l'intérieur, on va passer le type de conversion. Donc là, je lui dis, c'est simple. Cet élément-là, en fait, je sais que c'est un élément de type int. Et là, je veux que tu le convertisses en int et que tu fasses l'opération. Et là, si vous voyez, il souligne ça, il vous affiche un autre warning ici. Et si vous lisez le message, il dit que alt n'a pas de valeur nulle ici. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Les objets stockés dans ERELIST peuvent être nuls. ERELIST accepte la valeur nulle. Regardez, si je viens par exemple là et que je tape nul, ça sera pris en compte ici. Donc, la valeur étant acceptée, et là, j'ai fait une conversion dans laquelle je récupère un int qui n'est pas nul. Il me dit, attention, là, il peut m'envoyer un élément nul, mais là, ça ne sera pas convertible à ce niveau. Comment est-ce que je veux qu'il fasse ça? D'accord? Donc, si vous êtes sûr que la donnée que vous recevez n'est pas de type nullable, c'est qu'il ne peut pas être nul, tant mieux, vous appliquez. Ça, c'est juste un avertissement, ce n'est pas une erreur. D'accord? Si l'élément que vous recevez peut bien être nul, là, il va falloir que vous lui indiquiez que je veux que tu récupères également un élément nul à ce niveau. Et pour ce faire, c'est simple, là, vous allez mettre le point d'interrogation là. Là, il n'alerte plus, mais là, il ne sera pas content si c'était nul. Regardez, si j'exécute, ça va passer. Il va m'afficher, voilà, 24, qui est l'opération, voilà, 12 fois 2. Donc, vous voyez que là, ça fonctionne. Donc, les heures de liste, en fait, sont à utiliser si vous connaissez déjà d'avance, en fait, les types que vous recevez. Par exemple, si vous connaissez un peu le Python et le JavaScript, vous savez ce qu'on appelle des objets, voilà, natifs. C'est tout simplement que vous avez peut-être besoin de stocker des collections de données qui se suivent, mais qui ne doivent pas forcément être homogènes. D'accord? Par exemple, supposons que vous voulez stocker des informations utilisateurs. Vous allez dire par exemple Jack à ce niveau. Et vous connaissez déjà en fait le type que vous allez stocker. Donc, vous allez faire new array list. Voilà, à ce niveau. Voilà. Et supposons que le format de données que vous utiliserez, c'est simple. On va supposer le nom et le prénom de Jack, donc un type string. Donc, on va venir faire Jack.do, par exemple. On va avoir son âge ici, que vous allez utiliser, 23. OK. Et on peut avoir peut-être son genre, voilà, M. On peut avoir, est-ce qu'il est majeur? On va dire ici true. OK. Et aussi peut-être que vous voulez passer d'autres données. Donc là, par exemple, là, vous pouvez utiliser les releases si vous avez besoin de stocker juste des données de ce genre-là assez facilement, mais que vous connaissez déjà le format d'avance. Là, par exemple, vous savez que le tout premier élément de Jack, ça sera un string. Donc là, on peut le convertir directement en string. Voilà, il n'y aura pas de souci. Là, il vous dira encore le même message de que ça, cette valeur n'accepte pas le nullable, alors que dans ce contexte-ci, on peut récupérer une valeur nulle. Comment est-ce qu'il fait? Donc, pour les chaînes de caractères, ça peut passer. Vous pouvez tout simplement mettre le point d'interrogation pour indiquer que en cas de valeur nulle aussi, ça passe, on accepte et on fait la conversion. Donc, si vous exécutez ça, il va afficher voilà, directement Jackdo sans souci. Donc, les erreurs sont à utiliser uniquement voilà, que dans des contextes que vous avez besoin de
récupérer des données hétérogènes, mais avec un formatage connu d'avance. Ok? Dans les cas contraires, il est assez recommandé de garder des types homogènes. Cela va faciliter en fait le traitement plus tard et vous savez ce que vous manipulez comme données. Alors, cela met fin à la vidéo du jour. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer notre exploration des connexions avec l'interface. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!